1994, les Américains ils étaient au courant, sachant très bien que si on tuait les deux présidents, ça allait créer des tueries entre les deux tribus, soit les Hutus et les Tutsis. L'administration Clinton, ils étaient au courant, ils le savaient. Donc ils sont co-auteurs du génocide qui s'est déroulé au Rwanda. Et nous dans tout ça, ce n'est pas notre affaire. Alors ils ont tué les deux présidents sauvagement. C'était un acte terroriste commis par les Tutsis, principalement par Kagame. Alors, les troupes ont commencé au Rwanda. Nous, on nous a forcés à ouvrir nos frontières. Je dis bien, on nous a forcés. Parce que le président Mobutu à l'époque n'était pas d'accord. Mais Mitterrand, le président des Français, qui était un allié du président burundais qui était assassiné dans l'attentat, a demandé au Congo, aux Zaïre à l'époque, d'ouvrir les frontières pour accepter les réfugiés autour et l'armée burundaise. Voilà ce qui nous a amené les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est depuis 1994 et l'invasion a commencé en septembre 1996. Je dis bien l'invasion du Congo parce qu'ils avancent toujours masqués. Nous savons comment opèrent leurs services secrets, nous le savons. Alors, ils ont avancé masqués en utilisant l'un de nos frères, Laurent Désiré Kabila. Ils avaient d'ailleurs le plan de détrôner une fois à Kinshasa, mais il les a dévancés. Quand bien même il les a dévancés, ils l'ont assassiné quelques années après. Et nous avons connu ce que nous avons connu, notamment les opérations de mixage et de brassage, ce qui nous a amené des Rwandais au sein de notre armée. Voilà la difficulté que nous avons encore aujourd'hui à faire la guerre. Les Rwandais, principalement des Tutsis, sont dans notre armée, ils sont dans nos institutions. Et c'est ça qui rend l'équation compliquée pour les Congo, pour ceux qui ne le savent pas. Mais nous n'allons pas reculer. Nous savons que ce sont eux, les gens là derrière nous, les Américains. Ce sont eux les auteurs. Les autres, ils ne font que suivre. Nous dénonçons ça. Et dans les mémos, je l'ai exprimé dans le mémo. Il leur sera remis. On s'en fout complètement. Les Congo faut plus que ça. Même la vie d'un citoyen congolais ou quoi, même Patrice Emeroumba a été assassiné. Nous continuons toujours avec l'idéal. Il y a beaucoup qui sont morts, qui sont tombés des martyrs, connus ou inconnus. Nous allons continuer avec l'idéal. Alors, nous sommes ici. C'est le terminus de notre marche. La première chose, je tiens vraiment à vous remercier sincèrement, chers compatriotes, chères mamans, chers papas, chers frères, chères sœurs, tous les jeunes qui sont avec nous, ça me va droit au cœur. Nous avons bravé le froid, nous sommes venus ici, nous avons fait quelque chose. Au moment où je vous parle, je vous informe que toute la semaine, j'ai eu beaucoup de tractations avec les médias, Radio-Canada, CBC, beaucoup d'interviews, beaucoup de messages, des points essentiels de notre marche qui ont été déjà envoyés au gouvernement du Canada, la presse elle-même, la presse canadienne, les CBC. Il y en a d'autres qui ont fait des interviews dans le Square. Donc on va nous entendre. On va entendre nos préoccupations. Nous nous sommes exprimés. Nous sommes arrivés jusqu'à ce point. Je suis fier de vous et tous nos frères de l'Est que nous avons en mémoire. Parce qu'il y a des fois où lorsqu'on regarde les images, nous avons des larmes aux yeux. Même si nous sommes ici. Mais nous souffrons de l'intérieur. Mais nous sommes de cœur avec tous nos militaires qui se battent au front là-bas, à l'est du pays. Nous sommes de cœur avec eux. Tous ceux qui sont là comme traîtres, les Wazalendo, bien sûr, les vrais patriotes, ceux-là qui défendent notre terre. Ouais. Sans eux, je ne sais pas si le Kivu serait déjà tombé. Oui. Parce que notre armée a difficulté. Pourquoi? Parce qu'elle est infiltrée. Et aujourd'hui, la position du gouvernement, nous la comprenons. Pourquoi on ne va pas s'asseoir encore avec des terroristes? Ce qu'ils veulent, les Occidentaux, c'est avoir encore ces gens infiltrés dans notre armée ou dans d'autres institutions. Et ça, nous n'en voulons pas. Ouais. Voilà pourquoi nous soutenons aussi la position actuelle du gouvernement. Hors de question de traiter avec le M23, qui sont en réalité les supplétifs des Rwandais. D'ailleurs, les M23, ce sont des militaires rwandais. Parce qu'on en trouve au front, lorsqu'on les bombarde, on voit des corps de militaires rwandais. Nous le savons. Nous étions à la marche pour contester la barbarie de Kagame dans notre pays. Mais Kagame seul ne peut rien faire. Il ne fabrique pas des armes, il ne fabrique pas des missiles. Nous nous insurgeons contre cette attitude de la communauté internationale. Le peuple congolais a signé tous les traités de paix qui existent dans le monde. Nous sommes un peuple civilisé. Et ce silence de la communauté internationale
sera sévèrement jugé et à nos autorités de s'organiser à l'interne parce que nous n'avons pas d'alliés à l'externe. À l'interne, nous devons vraiment nous organiser, avoir des plans d'anticipation dans la gestion de la chose publique pour consolider nos acquis avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Les Congolais étaient à la marche ici. On a marché, on s'est exprimé. Les choses se sont très bien passées. Nous étions accompagnés par la police. Comme nous sommes civilisés, je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de casse. La police nous a même félicités pour notre attitude républicaine et des gens civilisés, contrairement à ces messieurs des Rwandais qui ne connaissent que la guerre dans sa vie. Kagame a botami na Bitumba, il a grandi na Bitumba et il pense que c'est comme ça que le monde fonctionne. Alors nous devons, comme Congolais, nous unir pour mettre fin à cette barbarie du 21e siècle, incarnée par le représentant de Hitler en Afrique, qui est M. Kagame. Merci. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes de la communauté congolaise? Voilà, merci. Comment ils peuvent aider, pardon? Comment ils peuvent aider Les jeunes doivent s'imprégner d'abord de la culture congolaise parce que la plupart de nos jeunes nés en dehors du Congo regardent les choses de l'extérieur. Approchez-vous des adultes pour qu'ils vous racontent un peu ce qui s'est passé. Imprégnez-vous de votre culture, habillez-vous congolais. Nous avons une culture, il y a Kitoko, que les jeunes puissent s'unir. Nous avons un pays magnifique, bien construit, ça dépasse les États-Unis, ça dépasse le Canada, ça dépasse... Nous avons des ressources en sous-sol qui peuvent vraiment faire de notre pays un paradis terrestre. Que nos jeunes se réveillent, c'est la relève de demain. Nous ne voulons pas laisser à nos jeunes un pays en lambeaux. C'est la relève de demain. Ils doivent vraiment, nos jeunes doivent se réveiller et prendre les flambeaux dès maintenant. Mobutu a pris le pouvoir à 30 ans. Kabila a pris le pouvoir à 29 ans. Mais je pense qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point. Le nombre d'années, peut-être que le salut du Congo viendra de 21, 18, 19-year-old. Prenez votre lambeau, mettez votre main dans la bataille et cette bataille changera d'essence. Merci. Et puis, peux-tu donner un shout-out à Set Apart on Instagram? C'est une page qui parle un peu de tout. Juste faire un shout-out, juste en anglais. C'est comme, c'est juste dit thank you to Set Apart for this interview. Set Apart, yeah. Set Apart. Oh, thank you to Set Apart. It's a wonderful page. You are very wonderful. You are present in a big moment. You are grateful everyone in this Instagram page. Thank you for everything you are doing. I love you. Bye. Thank you. C'est dissocié et de jouer son rôle de paix dans le monde et de pouvoir interpeller les Américains pour dire non, nous devons dénoncer le Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui envahit les Congo. Mais président, nous sommes beaucoup plus en mode pompier. Quelles sont les actions d'anticipation? Actuellement là, on éteint le feu. Il faudra qu'il y ait des actions d'anticipation dans le pays. On nous a infiltrés. What is next? Tout à fait. What is next? Nous sommes infiltrés sur le terrain. Si vous regardez sur le plan diplomatique, la position de notre gouvernement reste la même depuis maintenant, comme le deuxième mandat du président de la République. La position est restée la même. D'abord, il ne veut pas s'asseoir avec les terroristes, parce qu'on a poussé à le faire, il ne veut pas s'asseoir avec eux. Maintenant, sur le terrain, nous avons, vous savez, nous étions sur le moratorium qui a été fait. Maintenant, nous sommes en train d'acheter des armes quand même. Nous achetons des armes. Il y aura des actions, mais pour l'instant, nous avons privilégié la diplomatie. Les actions suivront. D'ailleurs, les actions se suivent sur le terrain. Ils sentent cette pression-là. C'est pourquoi vous avez vu les messages, disons, la réunion qui était convoquée à Addis Abeba par le président rwandais. C'est pas le président plutôt angolais. C'est parce qu'ils sentent qu'il y a une pression militaire sur le terrain et qu'ils perdent, disons, le terrain. Voilà pourquoi ils sont sollicités pour faire cette rencontre-là d'Addis Abeba et qui va se poursuivre à Rwanda. Mais la position, elle est la même. Le Rwanda doit quitter le Congo sans condition et immédiatement. Mais la trahison à l'interne, la trahison à l'interne, vous avez compris, je vous ai expliqué qu'il y a eu les deux opérations, le mixage et le brassage. Et si vous vous rappelez bien, Louis Michel, l'ancien Premier ministre des Belges, il était au four et moulin pour encourager ces opérations-là.
Je le savais, moi, que c'était une opération qui consistait à voir des Rwandais incorporés dans notre armée. C'est-à-dire, c'est ça l'infiltration. Si vous allez à Kinshasa, j'y étais l'année dernière, les Rwandais ils sont dans tous les secteurs, voire même dans l'administration. Il n'y a pas que l'armée. Maintenant, puisque les opérations militaires, au fond, vous voyez qu'il y a des fois ça capote. Pourquoi? Parce qu'on a des traîtres. Et si vous avez bien suivi, je trouve que la peine de mort au Congo, il y avait un moratoire, mais le moratoire va être levé. Il faut que la peine de mort soit rétablie. Parce que si vous êtes dans l'armée, et vous trahissez l'armée, qui est au fond, l'armée est en mouvement, au fond, il y a ce qu'on appelle le conseil de guerre opérationnel. Vous pouvez être jugé et fusillé sur les champs. Ça, ce n'est pas un procès bon ou quoi que ce soit. Dès qu'on se rend compte que vous avez trahi, dans notre code de procédure pénale, il y a cette dans la justice militaire, il y a ce qu'on appelle le conseil de guerre opérationnel. Pourquoi? Parce que l'armée est en mouvement. Alors, si vous trahissez, c'est un jugement rapide, une condamnation et vous êtes fusillé. Je pense que c'est une des solutions. Mais Président, quel est le travail des ambassadeurs? Nous sortons une fois, les ambassadeurs sont au bureau cravatés. Qu'est-ce qu'eux ils font? Les conférences de presse, on n'en entend pas parler au Canada. Nos ambassadeurs sont dans les bureaux. Est-ce que ça devrait se passer comme ça? On a 57 ambassades dans le monde, 25 consulats, 3 représentations diplomatiques. À New York, à Genève et je crois 3e représentation, c'est je crois à l'UNESCO à Paris. Donc, toutes ces représentations, on n'entend pas de conférences de presse. L'État doit mettre de l'argent à la disposition de nos diplomates pour les conférences de presse dans les universités. Parce que la seule chose qui peut faire changer les lignes, c'est l'opinion publique de ce pays-là. Trudeau, dans ce bureau, il n'entend pas. Lorsque l'opinion publique canadienne entendra, les choses vont sérieusement bouger. Aux États-Unis, la même chose. Nos ambassadeurs, ils dorment. Actuellement, là, on a un problème. Il faut qu'ils sortent de leur bureau pour tenir des conférences de presse. Et dans les universités, un peu partout. Ils doivent payer la presse. La presse, on l'invite en payant. Ils doivent sortir l'argent pour payer la presse. CNN, on doit voir nos diplomates apparaître sous CNN. C'est beaucoup d'argent, plus de 40 000 $ par interview. Et je pense que ça va porter beaucoup de fruits. Actuellement, on a une action envers les ambassades. Ça ne suffit pas. Il faut une action envers l'opinion publique occidentale. Merci beaucoup pour votre question. Je vous ai compris. Et je pourrais vous dire que votre message parviendra à notre ambassadeur. Je le contacte de temps en temps, mais je lui ferai parvenir votre message. Mais au passage, je vous informe qu'un ambassadeur, c'est un diplomate. D'abord, c'est l'œil et l'oreille du président de la République. L'ambassadeur à l'extérieur, il est dans la même ligne diplomatique que le président de la République. Donc, eux, ils font ce qu'on appelle la diplomatie externe. C'est-à-dire, ils ont des contacts qu'ils font, même si ce n'est pas visible. Mais votre message est bien entendu. Je sais que, comme je vous ai dit, les ambassadeurs, comme j'ai dit, c'est l'œil et l'oreille du président. Ils doivent avoir une certaine